Je vais battre le premier appel pour le rez-de-chaussée et ceux et celles qui m'entendent au -1. Pour elles, c'est probablement trop tard. Je vous remercie d'être venus toutes et tous aussi nombreux et aussi jeunes. Je crois que dans les statistiques des conférences du Cercle Condorcet, que j'ai le plaisir et l'honneur de présider, vous allez faire baisser très heureusement la moyenne d'âge, donc c'est très bien. Cette pyramide s'inverse, il faut un début à tout, c'est très bien. Et je suis aussi impressionné de voir l'intérêt, quelque part ça ne m'étonne pas, que portent les jeunes, la génération montante, à l'économie, parce que c'est ce qui vous attend demain, finalement. Je vous donne les détails de l'articulation de la soirée. Une petite présentation quand même pour vous dire ce que c'est le Cercle Condorcet, qui est avec nous ce soir. L'intervention de monsieur le professeur Michel Hermans, HEC-ULG, sur la politique internationale, qui va lancer le sujet tenu par Guy Coiden, qui, grâce à notre ami commun Jules Gazan, qui est ici ce soir d'ailleurs, a bien voulu aborder ce sujet complexe et difficile finalement à gérer, que nous vivons ou subissons au quotidien. J'en profite, tant qu'à faire le tour, j'en resterai là, pour accueillir Arthur Baudson, qui continue de s'intéresser à ces sujets, Pierre-Armand Michel, autre professeur, Jules Gazan, je l'ai cité, et je termine par Albert Corret, premier vice-recteur, qui est quelque part dans la salle, le voilà, au premier rang. Et je vais vous donner quelques mots quand même sur Nicolas de Condorcet, puisque le Cercle Condorcet a pris son nom de Nicolas de Condorcet, philosophe des Lumières. Il était tellement éclairé d'ailleurs qu'il en est mort d'une façon assez mystérieuse, puisque lors de la Révolution française, il a pris le camp des... c'était des Jacobins, je crois. Quelque part, il a voté le départ du roi, mais il n'a pas voulu le condamner à mort. Il voulait pour lui les galères à vie. Ça lui a valu naturellement l'opprobre. Il a terminé en prison où il est mort quelques jours plus tard. Nicolas de Condorcet, et c'est bien que vous pénétriez de ça, avait cette rare qualité de porter sur sa seule tête 3 qualifications qui aujourd'hui sont rarement réunies sur la tête de nos hommes politiques et de nos décideurs. C'était un scientifique, mathématicien, d'ailleurs un des inventeurs du système métrique. C'était un philosophe, il a écrit pas mal d'ouvrages dont je vous lirai un petit extrait de 2-3 lignes. Et c'était un homme politique puisqu'il était très impliqué dans tous les remous révolutionnaires. Je vous lis simplement sa partie philosophe qui est celle qui nous inspire, comme les 60 autres cercles Condorcet en francophonie. Cet extrait du dernier livre qu'il a écrit, se cachant déjà à l'époque, esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Nos espérances sur les destinées, il écrivait ça en 1793. C'est un côté comme ça irréel. Nos espérances sur les destinées futures de l'espèce humaine peuvent se réduire à ces 3 questions. La destruction de l'inégalité entre les peuples, les progrès de l'égalité dans un même peuple, 1793, et enfin le perfectionnement réel de l'homme. Eh bien, les cercles Condorcet essaient de contribuer modestement au perfectionnement réel de l'homme, et nous avons choisi l'axe de la raison critique, du choix critique de développer ou de redévelopper, ou d'aider les gens à redévelopper le sens critique par rapport à des sujets d'actualité d'ordre assez divers. Je termine par là. 3 outils dans notre boîte à outils pour le Cercle Condorcet de Liège. L'organisation de conférences, comme celle-ci. L'organisation d'un cycle de conférences-débats au château de Colonster, où d'ailleurs la dernière conférence de l'année se tiendra dans 15 jours, le 6 novembre, et vous aurez à la sortie des petits flyers qui vous attendent pour vous rappeler cela. Et quand un thème doit être approfondi, des ateliers où, entre membres du cercle et d'autres, extérieurs au cercle, nous approfondissons pendant 6 mois, 1 an, des matières complexes, puis nous les rendons publiques sous différentes façons. Voilà. Je voulais quand même vous
vous ai introduit le cercle Condorcet. Je remercie les interlocuteurs qui ont répondu à notre appel et je passe la parole directement à Michel Hermans pour qu'il plante un peu le décor de l'Europe en général pour pouvoir amener M. Quaden à nous parler de l'euro et de la gouvernance. Merci. Monsieur le vice-recteur, mesdames, messieurs, je suis ici en quelque sorte en qualité de vedette américaine. J'ai introduit le débat et je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous faire un cours sur l'Union européenne parce que M. Quaden pourrait à ce moment-là être dégoûté d'entendre reparler de façon aussi longue de cette institution. Et comme mon titre l'indique, ce sont vraiment des balises institutionnelles et politiques. Et j'ai fait évidemment volontairement le choix d'être très restreint dans ces différentes balises. Et non seulement restreint, mais également peut-être assez caricatural sur certains points qui permettront peut-être simplement d'avoir le schéma sur ce qu'est l'Union européenne en tant que telle. Le premier élément qui peut paraître important, c'est la construction européenne en tant que telle et les grands traités qui ont pu se développer. Comme vous le voyez ici, et je ne vais pas remonter plus haut, c'est le traité de la CECA, charbon et acier, Communauté européenne du charbon et de l'acier, le plan Schuman, comme on l'a appelé, qui est adopté en 1951 par les 6 États fondateurs de l'Union européenne, plus exactement de la Communauté européenne, qui est à ce moment-là seulement du charbon et de l'acier. L'Europe n'est pas à sa première crise, tout le monde dit qu'elle est en crise aujourd'hui. Dès la deuxième étape, le charbon et l'acier, ça avait un sens politique, c'était de mettre sous contrôle européen la production de ce qui pouvait conduire à l'armement et à la destruction que nous avions connue à 2 reprises lors de la Première Guerre mondiale et lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y avait ce côté volontariste de mettre sous contrôle cette industrie. Deuxième élément, on a voulu faire très fort, on a voulu passer au côté plus politique des choses, c'est le plan Pelven avec l'échec de la Communauté européenne de défense. On voulait une armée commune, ces discussions ont duré de 1952 à 1954 pour finalement avoir un refus de la France, premier refus sans doute, puisque la France qui avait marqué son accord à ce moment a marqué son refus parce qu'elle était empêtrée dans la guerre d'Indochine et commençait à sentir que ça allait tourner mal en Algérie. Et donc la France a dit pas question, refus de ce traité. Un pays s'est abstenu tout simplement parce qu'il voyait bien que la France allait refuser, c'était l'Italie. Sinon les autres étaient d'accord. On aurait pu avoir cette armée commune. Peut-être que ça aurait fait avancer d'autres aspects politiques, mais ça c'est un autre problème. Il y a après diverses discussions, les traités de Rome sur la communauté économique européenne et la communauté européenne de l'énergie atomique, qu'on appelle plus particulièrement l'Euratom, en 1957. C'est vraiment là, finalement, le départ de l'évolution de l'intégration européenne. Et puis, on va avoir plus tard, beaucoup plus tard, on va devoir attendre un certain nombre d'années, le traité de l'acte unique en 1987 qui va corriger et améliorer ce marché commun qu'on a créé en 1957 et va créer ce qu'on appelle le marché unique. Alors quand on parle souvent des échanges commerciaux de l'Europe, on dit l'Europe est le premier commerçant, tout simplement parce qu'on compte aussi les échanges intra-européens. Il y a quand même quelque chose qui est en opposition avec l'idée de marché unique. Si on est un marché unique, il faudrait uniquement calculer les échanges de l'Union européenne avec le reste du monde. Et là, ce n'est pas aussi sûr qu'on soit les premiers. Le traité de Maastricht en 1992, c'est l'union politique et monétaire. Toute une série de valeurs politiques ressortent, mais surtout la monnaie qui va apparaître, la monnaie unique, même si cette monnaie unique, les Britanniques disent clairement qu'ils n'en veulent pas. C'est un traité qui est adopté à plusieurs vitesses en disant, écoutez, j'élève une protestation, ou plus exactement une réticence à l'égard de la monnaie unique. Il y avait aussi l'Europe sociale, dont les Britanniques ne voulaient pas.
Le traité d'Amsterdam en 1997 qui va modifier le traité de Maastricht, essayer de l'améliorer. Puis vous avez le traité sur l'espace économique européen en 1992. Je le prends séparément parce que lui va créer l'idée du marché unique sur l'ensemble de l'Europe, à l'exception de la Suisse. C'est le rassemblement clair entre la Communauté économique européenne et l'Association européenne de libre-échange. Il y a en décembre 2000 le traité de Nice. Quelque part, c'est la charte européenne des valeurs européennes qui devrait aboutir au traité constitutionnel européen. Ça devait être un traité qui rassemblait à la fois tout ce qui avait été prévu dans le traité de la CECA, de la CEE, du traité de Maastricht, du traité de l'Acte unique, et de faire qu'un seul traité avec de nouveaux systèmes pour le développement des adhésions notamment. Ça n'a pas fonctionné sur base d'un premier refus par référendum, celui de la France, et c'est à la suite de quoi Guy Verhofstadt a déclaré « L'Europe est composée de petits pays, il y en a qui le savent, mais il y en a qui ne le savent toujours pas ». Évidemment, il parlait clairement de la France. La semaine suivante, c'était les Pays-Bas, petits pays, qui disaient non également. Mais quelque part, c'était raté dès que la France avait dit non. À la suite de cela, on a fait un mini-traité européen, le traité de Lisbonne, qui est entré en vigueur en 2009, pour pouvoir mettre en place notamment des procédures d'adhésion avec un système beaucoup plus structuré. Alors l'Europe, vous me direz, c'est un grand machin. C'est un grand machin, on est peut-être trop nombreux, et pourtant, à chaque étape, il y a eu des réflexions importantes qui sont apparues. Voilà les différentes dates. En 1952-1957, ce sont les fondateurs, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Puis vous allez avoir différentes périodes d'adhésion. Quand l'Europe arrive à maturité au niveau de son marché commun, c'est le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni qui la rejoignent. C'est le non par référendum de la Norvège qui était aussi dans les négociations. Puis vous avez celui qui est l'enfant malade de l'Union européenne pour l'instant, la Grèce en 1981. Pourquoi la Grèce? Parce qu'elle avait connu une dictature des colonels et on voulait l'aider en étant dans l'Union européenne à ne plus retomber dans ce genre de travers. Dès que l'Espagne et le Portugal sortent aussi de situations difficiles avec des régimes autoritaires, notamment le franquisme, entre en 1986. Et puis, il y a une date qu'on ne cite jamais. Et pourtant, Dieu sait si les autres, on leur a demandé des efforts, mais là, pas d'efforts. C'est la réunification de l'Allemagne. La RDA n'avait aucune possibilité d'être adaptée aux législations européennes et l'Allemagne de l'Ouest, à l'époque, avait promis à l'Union européenne, et elle a tenu parole, mais ça lui a permis de reculer quand même dans un premier temps, de prendre tout à sa charge pour amener l'Allemagne de l'Est, qu'elle réintégrait avec cette réunification au niveau européen. Il y a encore pourtant des différences, que ce soit en Allemagne comme telle, mais vis-à-vis de l'Europe tout entière. 1995, alors on a l'Autriche, la Finlande et la Suède. On se dit, tiens, les pays scandinaves. Mais pour la deuxième fois, les Norvégiens, par référendum, disent non. Maintenant, on ne leur demande plus s'ils veulent entrer. Ça suffit pour l'instant, en tout cas. Et puis, c'est l'arrivée massive en 2004 avec les pays que vous retrouvez ici. On va faire patienter les Bulgares et les Roumains. Je tiens à signaler que la zone Schengen qui regroupe finalement les pays qui respectent certaines valeurs, notamment à l'entrée sur le territoire européen, au contrôle aux frontières, au respect de la sécurité de l'Europe, eh bien, il y a beaucoup d'États. Certains ont refusé, dont le Royaume-Uni, mais certains ne peuvent pas encore y entrer et c'est reporté d'année en année. C'est la Bulgarie et la Roumanie. Ils sont déjà entrés plus tard parce qu'ils n'étaient pas prêts de la même manière que les autres. Mais aujourd'hui, la Roumanie et la Bulgarie reçoivent de la part de la Commission pratiquement chaque année un rappel à l'ordre sur son évolution. Et enfin, le dernier entrant, 1er juillet 2013, la Croatie. On est donc plus 27, comme on pourrait le croire, parce que c'est passé un peu comme ça rapidement pendant les vacances. On est 28. Et il y a d'autres candidats. On vient de relancer les négociations avec la Turquie. Or, on sait très bien que la Turquie pose problème. Alors on évoque les problèmes
que je qualifierais de matériel, grand pays, forte population, l'Allemagne se sent dépassée, pays pauvre, je tiens à préciser que la Turquie, dans les pays émergents, est plus riche en termes de PIB que la Bulgarie et la Roumanie, mais surtout, on commence à le dire maintenant, c'est un pays musulman. Surtout avec le pouvoir en place aujourd'hui, la Turquie laïque a peut-être bien vécu. Il y en a d'autres, il y a l'Islande, quand ça n'allait pas, ils venaient vers l'Europe, maintenant que ça va mieux, ils disent oh, ça va, on fera bien sans vous. Donc il y a peut-être quelque chose d'interpellant à cet égard. On vient vers l'Europe quand on veut obtenir quelque chose et on n'est peut-être pas toujours prêt à donner. C'est un peu le cas de l'Islande, mais est-ce que ça n'a pas été le cas aussi d'autres pays adhérents? Ce sont des questions qui pourraient être débattues par la suite. Je ne vais pas m'y attarder. Voilà la carte de l'Union européenne aujourd'hui. Vous voyez que c'est quand même une partie importante de l'Europe. Il reste quelques États, notamment la Suisse, qui pourrait y entrer, la Norvège aussi. Ça renforcerait le côté plus riche de l'Union européenne. En revanche, il reste aussi des pays plus pauvres et qui se trouvent dans les Balkans, que ce soit la Bosnie, la Serbie. La Bosnie n'est pas encore candidate. La Serbie, il y a des prémices en la matière. Le Monténégro, la Macédoine et l'Albanie. Je ne parle pas de la Turquie, évidemment, puisque je viens de vous en toucher un mot. Quels ont été finalement les grands événements majeurs au sein de cette Union européenne? J'essaye d'être résumé, de ne retenir que quelques-uns. Après la crise de 1954, avec l'échec de la CED, c'est Paul-Henri Spaak, un Belge, qui relance les négociations sur une Europe qui passerait à la vitesse supérieure. Je vous rappelle que Schuman avait dit « step by step ». On fera l'Europe étape par étape et on va commencer par le charbon et l'acier, puis on avait pensé à la défense ensuite. Eh bien, Paul-Henri Spaak change totalement de stratégie et propose une Europe complète sur tout l'aspect du marché commun. Et cette proposition se fait en Italie, ça relance les négociations et on va aboutir à cette création de la communauté économique européenne et de la communauté européenne de l'énergie atomique. Pourquoi est-ce qu'on crée cette organisation? Je tiens à rappeler que l'Europe ne pouvait être une puissance militaire. Il fallait donc créer une possibilité d'approvisionnement en uranium et d'autre part que ce ne soit que civil. Les pays qui étaient à l'intérieur, essentiellement la France, puisque à cette époque le Royaume-Uni était à l'extérieur, ne voulaient pas non plus que l'Union européenne puisse éventuellement devenir une puissance nucléaire qui ne déclarait pas son nom comme tel. Voyant que les choses évoluent, on va fusionner les organes. Le Parlement européen a déjà fusionné en quelque part en 1957, mais les autres organes, que ce soit la Commission avec la Haute Autorité, que ce soit le Conseil des ministres, fusionnent en 1965. Et puis, il y a une grosse crise à nouveau au niveau européen. Elle vient de la part des Français essentiellement. C'est la politique agricole commune, où les Français sont les premiers producteurs agricoles en Europe, et en même temps, ils refusent que cette politique agricole ne soit trop défavorable à leurs agriculteurs. Et puis, il y a le cas du Royaume-Uni. Les Français n'en veulent pas. À l'époque, on négocie avec un général de Gaulle qui ne veut pas de cette adhésion du Royaume-Uni. Il faudra attendre sa mort et quelques années après pour que le Royaume-Uni entre dans l'Union européenne. C'est une crise qui va se débloquer finalement, mais ça va prendre quand même des mois pour y arriver. Un autre événement important, parce que je trouve qu'il a une symbolique à la fois économique, politique, c'est l'entrée en vigueur de l'euro. Le 1er janvier 1999. Attention, on n'a pas encore une vision de ce qu'est l'euro en tant que tel. C'est évidemment l'entrée par la stabilisation des taux de change entre les monnaies européennes et la possibilité, à l'époque encore, de payer par chèque ou par carte de crédit notamment, avec la valeur euro. On connaissait déjà en 1999 la valeur de l'euro en francs belges. Pour voir l'euro dans nos portefeuilles, c'est le 1er janvier 2002 et aujourd'hui, il y a 17 États qui sont membres de cette zone euro. Voilà déjà une Europe à deux vitesses, nous sommes 28, il y a 17 États. Il y a certains qui refusent, comme le Royaume-Uni et comme la Suède, par exemple. Puis, il y a évidemment la crise de l'intégration et du développement de l'Union européenne. Certains le reprochent à la France, d'autres le reprochent à l'Allemagne, les troisièmes le reprochent aux Britanniques, ou les Britanniques reprochent à l'ensemble de l'Union européenne de ne pas correspondre à leurs objectifs. Il y a un problème.
J'aurais tendance à dire qu'avec la nouvelle Angela Merkel qui va faire une coalition avec le SPD et peut-être un salaire minimum, les choses vont peut-être changer. Le gros problème actuellement, c'est évidemment que l'Allemagne veut une Europe allemande et pas une Allemagne européenne. Et quelque part, cet aspect des choses a peut-être évolué. Mais en tout cas, depuis la crise des subprimes et la conséquence sur l'euro, la zone euro, avec la Grèce en particulier, l'Europe patine. Et ça, je pense que M. Quaden vous en parlera beaucoup plus largement que moi. Les institutions et leurs rôles principaux. Alors, la première institution, et pour vous montrer à quel point Bruxelles est centrale dans tout cela, c'est la Commission, composée de 28 commissaires aujourd'hui, c'est un par État membre. Avant, il y avait une distinction entre les grands États et les petits. Depuis un certain nombre d'années, c'est un commissaire par État. Il y a donc égalité en la matière. Ils sont désignés tous les 5 ans. Par qui? Bien, par le Parlement européen, contrairement à ce qu'on pourrait croire, que j'ai déjà entendu dire, sur proposition du Conseil européen. Je tiens à préciser que le Parlement européen ne joue pas un rôle de figuration. Il y a eu au moins une fois où le commissaire italien proposé par Berlusconi a été refusé par le Parlement européen. Il a râlé, il a fait de ses pieds et de ses mains, n'empêche qu'il a dû proposer quelqu'un d'autre. Le Parlement européen n'en voulait pas, considérant qu'il était raciste et haineux. La Commission est gardienne des traités. Elle vérifie si vous respectez bien les traités. La Belgique, c'est peut-être pas un traité, mais c'est la conséquence des traités sur des directives diverses et variées. Vient de se faire condamner à 10 millions d'euros, si je ne m'abuse, pour ne pas avoir suffisamment à temps filtré les eaux usées pour qu'on soit aux normes européennes. On vient d'être condamné alors qu'il y a juste quelques mois que tout est terminé. Il y a quand même quelque chose qui peut être interpellant, surtout quand on revient d'autres pays et qui sont toujours en train de violer des règles de protection de l'environnement qui sont d'application et ils ne sont toujours pas condamnés. L'Union européenne dit que ça va venir, mais c'est la Belgique qui a dégusté, si je peux me permettre, en premier. Pouvoir d'initiative, c'est souvent la Commission qui propose les projets de directives de règlement acquis au Conseil des ministres, et puis ça va passer au Parlement européen. Et puis elle applique les décisions sur base du principe majoritaire de codécision du Conseil des ministres et du Parlement. Et j'insiste là-dessus parce que, vous allez le voir tout de suite, le Parlement européen a fortement évolué. Le Conseil des ministres, toujours situé à Bruxelles, un ministre par État membre, donc 28 au total. Le Conseil est différent en fonction des matières. Là, on ne peut pas dire c'est un tel ou un tel. Non, il varie en fonction des matières traitées. C'est la particularité originale de la situation. Il y a toujours une présidence à tour de rôle pour 6 mois. Alors on se demande qui décide dans l'Union européenne. Est-ce Herman Van Rompuy pour le Conseil européen? Est-ce le président du Conseil des ministres par tour de rôle? Ou est-ce Emmanuel Barroso? Eh bien, il y a eu une discussion à un moment donné, lorsque Herman Van Rompuy est arrivé en poste de président du Conseil européen. Ça a été une discussion véritablement pour savoir qui est le président européen. Ils se sont tous regardés et je pense qu'Herman Van Rompuy a fait un petit « c'est moi ». En plus, quand il a fallu le féliciter, le président américain lui a téléphoné pour le féliciter et il semblerait que Barroso a un peu râlé, pour être clair, puisque tout ça s'est fait en même temps. Il y a un vote donc à la majorité qualifiée en proportion du poids de chaque État et sur base également de la majorité des États membres. Quelque part, c'est une majorité qualifiée qu'on connaît un peu en Belgique. Hein, il y a une majorité plus que des 2/3 d'ailleurs, et le fait qu'il faut que tous les États aient voté, nous faisons des lois spéciales avec une majorité des 2/3 et la majorité dans chaque groupe linguistique, ce qui fait d'ailleurs toujours réagir Bart de Wever en disant « vous n'avez pas la majorité au gouvernement du côté flamand ». C'est pour ça que Groen et Ecolo sont intervenus. Vote à l'unanimité pour des questions importantes, c'est notamment le cas des adhésions, les traités internationaux et d'autres matières qui peuvent être abordées. Vous avez le Conseil européen, lui aussi, à Bruxelles. Il a un fonctionnement informel depuis 1975.
Le fonctionnement officiel, c'est depuis l'acte unique en 1987. Il est connu sous le nom de Sommet européen, qui est un organique purement interétatique, mais il y a des réunions 2 fois au minimum par an, mais aujourd'hui, je peux vous garantir qu'elles sont beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus fréquentes, pour donner quoi? Eh bien, une impulsion au développement de l'Union. Et c'est là que Herman Van Rompuy agit. Il est à son 2e mandat, il va bientôt le terminer, comme d'autres évidemment, au sein de l'Union européenne. Le Parlement, c'est là que la plus forte évolution se trouve. Et vous voyez que le Parlement, il a plusieurs sièges, Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg. Fondamentalement, Bruxelles joue de plus en plus un rôle majeur, au point que les Français qui voulaient garder véritablement Strasbourg comme capitale, le nombre de fois que les parlementaires se sont prononcés en faveur de Bruxelles, mais que la France y a mis son veto, c'est évidemment pour garder un côté, avec la capitale qui est Strasbourg pour le Parlement, un côté de ces institutions sur son territoire. Il n'est pas étonnant quand on construit des lignes TGV qu'on ne relie pas Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg, mais Paris, Strasbourg. On a plutôt investi de ce côté-là. Cherchez l'erreur, il y a peut-être des éléments intéressants en la matière. À l'origine, ce sont des délégués des parlements nationaux, et ça s'appelle d'abord l'Assemblée parlementaire. Ce n'est pas le Sénat des États. Ils n'ont d'ailleurs pratiquement rien à dire, et ce n'est pas un pouvoir législatif. Mais la Commission et la haute autorité sont responsables devant lui. Devant ce Parlement qu'on appelait à l'époque Assemblée parlementaire. En 1952, l'ACK apparaît avec 78 membres, et puis 57, c'est dès ce moment-là qu'on va fusionner les 3 organes, CK, CE et CEA, c'est 142 membres. Il devient Parlement au sens strict du terme en 1962, puis on voit une augmentation en fonction des adhésions, 198 membres en 1973, et on arrive enfin au suffrage universel qui est clairement plus important de tout pour vous, citoyens. Alors c'est vrai qu'au début, on a voté, et il n'y avait pas beaucoup de possibilités de décision. Au Parlement européen, on se demandait pourquoi on allait voter, mais ça avait un côté sympathique. Tous les Européens allaient voter pour des représentants au niveau supranational en la matière. Et vous voyez les dates des élections. Vous voyez le nombre de députés. En 1979, il n'était que 410. Ils seront en 2014 751, c'est-à-dire un nombre maximum qui est prévu 750, plus le président du Parlement européen, ce qui fait 751. Les séances plénières ordinaires sont à Strasbourg, les séances extraordinaires à Bruxelles, et les commissions, et le secrétariat est à Luxembourg. Facile pour le secrétariat de circuler entre Bruxelles et Strasbourg en permanence. Ils n'ont pas de meubles pour classer leurs dossiers, mais des malles. Donc ils sont tout le temps sur le train ou dans leur voiture. L'évolution des pouvoirs, de simple consultation, est passée à la codécision, et c'est là que se trouve le pouvoir. De façon importante, cette codécision est de plus en plus utilisée. Alors vous allez me dire, souvent, ils votent avec le doigt sur la couture du pantalon ce que la Commission et le Conseil a décidé. Mais pourtant, ils ont le pouvoir de faire changer les choses. Et il faut se rendre compte que si on regroupe les élections en Belgique le 24 mai, on ne parlait pas déjà beaucoup des élections européennes quand on avait en même temps les élections régionales. J'aime autant vous dire, ayant l'habitude des plateaux de télévision en la matière pour faire les commentaires, on va parler vraiment très peu des élections européennes, sauf évidemment si on voit que le Front National en France progresse très fort. Ça pourrait être un élément intéressant. Investiture et renversement de la Commission, contrôle, vote ou rejet du budget, avis conforme pour les adhésions et les traités internationaux. S'ils disent non, on ne peut pas leur dire oui, en clair. Et un pouvoir réel pour les citoyens européens, je le rappelle. Enfin, et j'en termine par là, la Cour de justice européenne. Cette Cour de justice est installée à Luxembourg. Il y a 28 juges, un par État membre, 8 avocats généraux. Ils sont nommés pour 6 ans à l'unanimité par les gouvernements. Il y a en fait 2 cours. La Cour de justice, qui s'occupe surtout des relations entre les États et l'Union européenne. Et puis, il y a maintenant un tribunal de première instance, beaucoup moins connu, dans lequel se retrouve d'ailleurs Melchior Watley Senior, et qui est uniquement composé des 28 juges.
et qui s'occupe des recours des personnes physiques et morales et des recours des fonctionnaires. Il y a un autre élément important qui permet d'harmoniser en quelque sorte la perception du droit dans tous les pays européens, c'est le renvoi préjudiciel des tribunaux nationaux pour savoir comment la Cour de justice interprète une décision qui doit être prise pour l'application des traités. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement, malheureusement comme toujours, j'ai sans doute dépassé mon timing. Je m'excuse, Monsieur Quaden, je vous en prie. Voilà, Monsieur Herman, merci beaucoup. Vous avez la chance ce soir d'avoir 2 conférences pour le prix d'une, donc c'est pas mal comme ratio. Blague à part, Monsieur Hermans a accepté de piloter une conférence débat dans le programme 2014 que nous sommes en train de préparer, où, comme il l'a très bien dit, des aspects particuliers pourront être débattus dans plus de détails. Donc vous serez avisé au bon moment de notre programme 2014 par le site internet, par les pages Facebook, etc. Je reviens rapidement sur un point d'intendance, conférence que M. Collen va poursuivre. Questions-réponses ramenées à la fin pendant une demi-heure. Et puis, pour des thèmes qui auront pu être développés, une pause café sur des tables qui seront dressées, où vous pourrez poursuivre en aparté, petit groupe, certains sujets qui vous sont chers et que vous voulez épuiser. Je passe la parole à M. Collen. Merci beaucoup. Parfait. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est toujours pas un plaisir pour moi de revenir à Liège, particulièrement à l'université où j'ai étudié et longtemps enseigné, et plus particulièrement encore dans cette salle académique où j'ai fait mes débuts d'orateur il y a 45 ans maintenant. J'ai vieilli un peu, par contre il me semble que la salle académique a rajeuni, en tout cas a été rénovée. On m'a demandé de vous parler de la gouvernance de l'euro et de l'Europe, ce que je vais faire. Je vais commencer par vous rappeler que vous le savez, vous le vivez, vous le subissez peut-être, mais tous les pays industrialisés, ceux de la zone euro bien sûr, mais pas seulement ceux de la zone euro, tous les pays industrialisés, dans des mesures variables, à des degrés variables, tous les pays industrialisés sont confrontés maintenant depuis 3 ans à une triple crise, sont empêtrés depuis 3 ans dans 3 crises qui ont démarré successivement, mais qui se sont rapidement entremêlées et qui se nourrissent mutuellement. Le point de départ, c'est évidemment la crise financière, les turbulences, la crise financière internationale qui s'est développée en septembre 2008, après la faillite de la banque américaine Lehman Brothers, et qui a mis en difficulté de nombreuses autres institutions à travers le monde, et en particulier en Belgique. La deuxième crise, c'est une crise économique. Cette crise bancaire, cette crise financière était la plus grave depuis celle des années 1930. Et fort heureusement, la science économique et même la politique économique font quelques progrès. L'économie s'est arrêtée un peu partout, la confiance des consommateurs, la confiance des investisseurs s'est effondrée. Comme il s'agissait d'une crise mondiale, le commerce international a fortement régressé, comme dans les années 30. Mais comme je l'ai dit il y a 30 secondes, la science économique, la politique économique ont fait fort heureusement quelques progrès, peut-être pas tous les progrès qui sont nécessaires, et les responsables économiques récemment se sont bien gardés de répéter les mêmes erreurs que celles commises après 1929. Au moment de la grande crise, c'est-à-dire de la diminution de l'activité et de l'emploi dans le secteur privé de l'économie,
Au moment de la grande crise des années 30, les pouvoirs publics responsables de la politique budgétaire ont réagi avec ce que l'on a appelé des politiques économiques orthodoxes, puisque l'activité diminue, les recettes de l'État diminuent, et si l'on veut maintenir l'équilibre budgétaire, il faut réduire les dépenses publiques. Ce qu'on a fait dans les années 30, la diminution des dépenses publiques est venue se surajouter à la diminution des dépenses privées, et cela a entraîné les économies de l'époque dans une profonde dépression. En 2008-2009, face au ralentissement et même à la décroissance de l'activité dans le secteur privé, les gouvernements, partout dans le monde, à nouveau de façon plus ou moins intense selon les pays, ont essayé de compenser, ont essayé au contraire de compenser par une politique budgétaire active le ralentissement du secteur privé. D'abord, automatiquement, dans les économies modernes, lorsque l'économie entre en récession, les budgets publics entrent en déficit, parce que c'est une différence avec les années 1930. Dans les économies contemporaines, le chômage est maintenant indemnisé, et donc un supplément de dépenses publiques, et par ailleurs une diminution des recettes, puisque l'impôt perçu sur les entreprises ou sur les particuliers rentre moins bien. Et puis à côté de ce que les économistes appellent les effets automatiques d'un ralentissement de l'activité sur le budget des pouvoirs publics, ceux-ci peuvent mener en plus ce que les économistes à nouveau appellent des politiques discrétionnaires, mettre en œuvre par exemple des programmes de travaux publics pour soutenir l'activité et l'emploi. Et c'est ce qui a été fait un peu partout dans le monde lors de la récession de 2008-2009. On a eu une récession, un recul temporaire et modéré de l'activité économique, contrairement à la grande dépression des années 1930. Mais les déficits publics ont des conséquences diverses. La crise financière a entraîné une crise économique, mais rapidement, le cumul de la crise financière et de la crise économique ont amené un peu partout dans le monde une crise des finances publiques. Les déficits publics ont augmenté et, conséquence de l'augmentation des déficits publics, la dette publique, l'endettement des États a rapidement et fortement augmenté également. Et donc, je le disais, les déficits publics ont des conséquences qui sont diverses et même antagonistes. Dans un premier temps, la conséquence de déficit public accru est positive. Cela soutient l'activité et l'emploi. Mais très rapidement, l'accroissement des déficits, l'augmentation des dettes publiques ont au contraire des conséquences négatives. Plus de déficit, plus de dettes, cela pèse sur la confiance et même cela mine la confiance, cela entraîne au contraire la méfiance, parce qu'on sait qu'un jour ou l'autre, il faudra payer cette dette publique supplémentaire et cela ne pourra se faire, on a vécu ça en Belgique dans les années 1990, que moyennant des augmentations d'impôts et des diminutions de dépenses. Et donc à partir d'un certain moment, l'effet sur la confiance, l'effet négatif sur la confiance l'emporte sur l'effet positif sur l'activité, et un effet négatif sur la confiance, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Quand on prête à des États de plus en plus endettés, les prêteurs exigent des taux d'intérêt plus élevés. Et ces taux d'intérêt plus élevés créent ce que l'on appelle un effet boule de neige sur la dette publique. Maintenant, ces trois crises, crise bancaire, crise économique, crise des finances publiques, dans des proportions variables, ont frappé toutes les régions, tous les États du monde industrialisé, et pas la zone euro plus que d'autres. Ce sont les seuls chiffres que je citerai, je crois, ce soir. En 2012,
le déficit des finances publiques dans la zone euro était de 3,7%, en moyenne, j'y reviens, au Royaume-Uni de 6,5% et aux États-Unis d'Amérique de 8,7%. Donc un déficit beaucoup plus important aux États-Unis qu'en Europe. Et si vous prenez la dette publique, le stock de dette accumulé du fait des déficits, c'était 104% dans la zone euro par rapport au PIB, pour relativiser les choses par rapport à la taille de chaque économie, 104% dans la zone euro, exactement le même chiffre, 104% au Royaume-Uni et 106% aux États-Unis. Donc en matière de finances publiques, les choses ne sont apparemment pas plus graves dans la zone euro qu'à l'extérieur de la zone euro en Europe, j'ai pris l'exemple du Royaume-Uni, ou que dans le cas des États-Unis, la première économie mondiale. Et pourtant, toutes les attentions, toutes les inquiétudes, toutes les peurs se sont concentrées sur la zone euro. C'est qu'aux trois crises communes à l'ensemble des régions du monde industrialisé s'ajoute dans le cas des pays de la zone euro une quatrième crise qui lui est spécifique, et ça me conduit directement au thème qu'il m'a été demandé de traiter ce soir, une crise de gouvernance qui est spécifique à la zone euro, c'est-à-dire une crise des doutes quant à la capacité de la zone euro et des pays qui la constituent de prendre à temps les décisions qui sont nécessaires, les décisions qui sont appropriées. J'ai dit il y a un instant qu'aux États-Unis, le déficit était de près de 9%, après avoir dépassé 10%, et que dans la zone euro, il était de 3,7% en 2012. Vous allez me dire, évidemment et immédiatement, c'est une moyenne. Tout le monde sait que les choses sont meilleures en Allemagne, en tout cas de ce point de vue. Il n'y a même plus de déficit, il y a un petit surplus. Par contre, chacun d'entre vous sait que dans le cas de la Grèce, le déficit a dépassé 10% et est encore, ces jours-ci, de l'ordre de 10%. Et donc, c'est une moyenne qui recouvre des réalités qui sont différentes. Mais quand je vous dis qu'aux États-Unis, le déficit est de 8 ou de 9%, il y a également beaucoup de différences aux États-Unis. La Grèce, en 2010, était au bord de la faillite. C'est un petit pays dans la zone euro. Le plus grand État américain, la Californie, était au bord de la faillite en 2010. Et personne à ce moment-là n'a dit la zone dollar va s'effondrer, la zone dollar va s'émietter. Alors qu'un peu partout, on a craint, on a dit, on a lu que la zone euro, elle, était menacée d'explosion du fait que dans un certain nombre d'États, pas les plus grands d'ailleurs, les déficits et la dette publique avaient considérablement augmenté. Et donc, quelle est la différence entre les États-Unis et la zone euro? Ce n'est pas l'importance des déficits publics, ni la moyenne, ni la diversité des déficits. C'est que chacun sait que les États-Unis forment une union monétaire, mais également une union politique. Tandis que dans la zone euro, il y a une union monétaire, mais il n'y a pas d'union politique. Il y a une monnaie commune, mais il n'y a pas un gouvernement commun. Il y a dans le monde un certain nombre d'États qui n'ont pas leur propre monnaie. Par exemple, plusieurs pays dans le monde utilisent le dollar américain. Et il n'y a pas si longtemps, nos amis luxembourgeois utilisaient le franc belge. Il y a donc dans le monde un certain nombre d'États sans monnaie, mais il n'y a qu'une seule monnaie sans État, et c'est l'euro. Et ce n'est pas n'importe quelle monnaie, c'est la deuxième monnaie la plus importante dans le monde. Bon, la zone euro, ce n'est pas la première union monétaire dans l'histoire de l'humanité. C'est la plus grande, mais ce n'est pas la première. Le dollar américain lui-même est la résultante d'une
unification monétaire progressive des États-Unis qui s'est faite consécutivement à l'union politique des États-Unis. Et puis chacun d'entre nous, ça on l'a lu dans les livres d'histoire, mais à part les jeunes, et il y en a beaucoup fort heureusement ce soir, c'est une surprise agréable pour moi aussi, mais ceux qui sont juste un tout petit peu plus âgés ont vécu il y a une vingtaine d'années une autre union monétaire. L'union monétaire des deux Allemagnes. Vous avez fait allusion à la réunification allemande dans l'introduction. Il y a eu une unification monétaire en Allemagne. Il y avait un mark ouest-allemand, il y avait un mark est-allemand. Il n'y a plus depuis 1990 qu'un seul mark allemand. Mais il n'y a plus non plus qu'un seul gouvernement allemand. L'Allemagne, à peu près au même moment, a fait son unification monétaire et son unification politique, même dans un cadre fédéral. Mais il y a un gouvernement à Berlin pour l'ensemble de l'Allemagne. Et donc ça, c'est la particularité de l'euro. Une union monétaire sans union politique. Et aujourd'hui, tout le monde dit qu'effectivement, poliment, c'est une construction inachevée, et de façon un peu plus brutale, que c'est une construction boiteuse, qu'il y a un vice dans la conception, dans la construction de l'euro. Et honnêtement, ceux qui étaient déjà dans le débat économique dans les années 70, et c'était mon cas, imaginaient, souhaitaient une union monétaire qui vienne couronner le marché commun, qui vienne compléter le marché commun, mais à l'époque, les écrits sont nombreux, moi-même j'en ai commis, tout le monde pensait que l'union monétaire viendrait le jour où les Européens, un certain nombre d'États européens, se mettraient simultanément d'accord sur une union politique. Ce n'est pas ce qui s'est passé parce qu'il y a eu, il y a été fait allusion à nouveau rapidement dans l'introduction, il y a eu en 1989-1990 ce que l'on appelle un momentum dans toutes les langues, un momentum exceptionnel dans l'histoire de l'Europe. La réunification allemande. Les deux Allemagnes ont voulu se réunifier sous l'égide, si je puis dire, du chancelier de l'époque, Helmut Kohl. Et ça posait un problème, à tout le moins, aux Français. L'Allemagne de l'Ouest était comparable à la France, sur le plan de la population et sur le plan de la production. L'Allemagne réunifiée devenait du jour au lendemain plus importante en termes démographiques et en termes économiques que la France. Et donc, la perspective de la réunification allemande ne plaisait pas à un certain nombre de partenaires de l'Allemagne, même si cela ne se disait pas à haute voix, mais c'était évidemment le cas, et d'ailleurs de façon compréhensible. Et il y a eu à ce moment-là, comme on dit non plus en latin, mais en anglais, l'autre langue universelle, aujourd'hui, il y a eu un deal. Je ne suis et je n'étais ni le confident d'Helmut Kohl, ni le confident de François Mitterrand, mais tout le monde sait ce qui s'est passé. Mitterrand et la France en général, la réunification allemande, ça ne leur plaisait pas, et ils l'ont accepté, moyennant l'unification monétaire de l'Europe. Une grande concession de l'Allemagne, parce qu'avant que l'euro existe en 1999, avant que la Banque centrale européenne fonctionne depuis 1999, il y avait déjà dans les années 1980 quelque chose qui ressemblait à l'euro, comme le Canada Dry ressemble au whisky. Ce qui ressemblait à l'euro, c'était le mark allemand, qui était la monnaie dominante en Europe. Ce qui ressemblait à la Banque centrale européenne, c'était la fameuse Bundesbank allemande, la Banque centrale allemande. Les décisions de politique monétaire, à l'époque, pour la plupart des pays européens, étaient déjà prises à Francfort, mais uniquement par des Allemands. Le franc belge était lié au mark allemand, ce qui veut dire que le jeudi matin, les Allemands décidaient à midi, et à 2 heures de l'après-midi,
le comité de direction de la Banque nationale augmentait ou abaissait les taux d'intérêt, comme les Allemands l'avaient fait 2 heures auparavant. Et comme les Français ont une idée plus haute d'eux-mêmes, à tort ou à raison, que les Belges, ils attendaient le vendredi matin pour faire exactement la même chose que ce que les Allemands avaient décidé entre eux le jeudi. Il y avait un pouvoir monétaire en Europe qui était le pouvoir de la Bundesbank et de son Deutsche Mark, non pas parce que ça avait été imposé par le gouvernement allemand ou par l'armée allemande, mais parce que le mark allemand a été la monnaie gérée la plus sérieusement dans les années 60 et 70 et s'est imposée comme la monnaie européenne. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Kohl, Mitterrand et les autres donner leur accord à la réunification allemande à la condition que l'Allemagne accepte de partager son pouvoir monétaire avec les autres, ou en tout cas avec les autres pays européens, à commencer par la France qui le souhaitait. Et donc on a fait en Europe ce qui, a posteriori, est probablement une erreur, mais rattrapable. J'y arriverai tout à l'heure. On a fait une union monétaire sans faire d'union politique au même moment. Et en croyant à nouveau, je n'étais pas dans les confidences de Kohl, Mitterrand, Delors et bien d'autres, en croyant, mais ce n'est pas du tout ça qui s'est passé, que l'union politique allait suivre l'union monétaire. Maintenant, ceux qui ont décidé ce scénario, union monétaire sans union politique, n'étaient pas non plus complètement inconscients. Pas complètement inconscients des risques, des dangers qui pouvaient menacer la solidité d'une union monétaire sans qu'au même moment on ne décide une union politique. Et on a pris 2 garanties, mais qui se sont révélées insuffisantes. La première garantie, c'est cette fameuse indépendance de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales qui, dans le système de l'euro, sont associées à la Banque centrale européenne. Il y a beaucoup d'ambiguïté au terme d'indépendance. Par exemple, dans toutes les banques centrales, même indépendantes, c'est le pouvoir politique qui nomme le gouverneur. J'ai été nommé par un gouvernement belge, mon successeur aussi. Le président de la Banque centrale européenne, M. Trichet hier, M. Draghi aujourd'hui, a été nommé par les chefs d'État et de gouvernement. Il n'y a pas de succession héréditaire, il n'y a pas non plus de nomination par cooptation. C'est le cas dans toutes les banques centrales du monde et dans toutes les banques centrales indépendantes, y compris aux États-Unis, la Federal Reserve, la banque centrale indépendante. Pour ceux d'entre vous qui suivent ce genre de choses, il y a un mois, personne ne savait qui Obama allait nommer comme gouverneur de la Federal Reserve. La seule chose qui était sûre, c'est que ce serait un économiste proche du Parti démocrate. Il y avait 2 candidats, c'est la candidate qui l'a emporté, et elle a, elle aussi, des compétences et une couleur politique. Donc, indépendance ne retire pas aux responsables politiques la capacité de nommer les gens. Ce ne sont pas non plus les banquiers centraux qui fixent l'objectif de la politique monétaire. On sait qu'en Europe, c'est la stabilité des prix, la lutte contre l'inflation. Ça se trouve dans le traité de Maastricht, qui a été préparé par les gouvernements et qui a été approuvé par les parlements. De nouveau, c'est parce que les Allemands le voulaient. Mais ce sont les autres gouvernements, ce sont les autres parlements qui ont approuvé cet objectif. Il ne faut d'ailleurs pas dramatiser les choses. On dit aux États-Unis, la Banque centrale a 2 objectifs, selon la loi. Lutter contre l'inflation et lutter pour l'emploi. Même en Europe, il n'y a pas cette, soit dit en passant, ce n'est pas mon sujet ce soir, cette contradiction ne doit pas être dramatisée. Quand l'activité économique est faible, l'inflation est faible et donc les taux d'intérêt peuvent être bas. Personne ne peut prétendre aujourd'hui que le niveau des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne
de la Banque centrale européenne est un frein à l'activité ou à l'emploi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'indépendance? Ça veut dire que les banquiers centraux, quand ils sont indépendants, ils sont comme les juges. Les juges, ils ne font pas la loi, mais ils l'appliquent en toute indépendance. Et appliquer la loi monétaire, ça veut dire décider, par exemple, d'augmenter ou d'abaisser les taux d'intérêt pour atteindre l'objectif qui a été fixé. Et le traité européen dit, même les gouverneurs nationaux qui siègent au Conseil des gouverneurs à Francfort, ils ne peuvent pas recevoir d'instructions de leur gouvernement et ils ne doivent penser qu'à l'intérêt européen et pas à l'intérêt de leur État national particulier. Vous vous rendez compte de la situation, si chaque gouverneur allant à Francfort, puisque le principe c'est un homme ou une femme, une voix, y allait avec des instructions de son gouvernement. Ce serait une cacophonie semblable à celle que l'on peut observer au Conseil des ministres ou au Conseil des chefs de gouvernement européens. Les décisions se prennent majorité contre minorité et sans instruction, sans pression des gouvernements. J'en ai jamais reçu. Et pour éviter ce type de pression d'ailleurs, on lui reproche parfois, la Banque centrale européenne est la seule grande banque centrale dans le monde qui ne publie pas les votes au Conseil des gouverneurs. Parce que par exemple, l'Irlande aurait besoin d'une baisse des taux d'intérêt, alors que l'Europe collectivement a besoin d'une hausse, il y aurait évidemment une pression politique ou médiatique sur le gouverneur irlandais. Donc, la monnaie européenne est gérée en toute indépendance et sur la base du seul intérêt commun européen. Ça, c'est une garantie qui a été prise. L'autre garantie qui a été décidée, c'est ce que l'on a appelé le pacte européen de stabilité et de croissance, la discipline budgétaire, les règles budgétaires. Bon, on peut discuter les fameux 3% pour entrer, on peut discuter les 3% qui ont été, sur le papier, 3% de déficit, pérennisés par après, mais il n'y a pas besoin d'être prix Nobel d'économie pour comprendre que dans un ensemble où vous avez une seule politique monétaire unique, pour gérer une seule monnaie, une monnaie unique, et où vous avez expliqué tout à l'heure, 11 pays dans la zone euro au départ, 17 aujourd'hui, si vous avez une seule politique monétaire, et que vous avez 11 ou 17 politiques budgétaires différentes, parce qu'il y a 17 États différents qui ont conservé, qui ont perdu leur souveraineté monétaire, mais qui ont conservé leur souveraineté politique, à nouveau, je dis, il ne faut pas être prix Nobel d'économie pour savoir que ça ne peut pas être stable si vous avez 11 ou a fortiori 17 gouvernements qui peuvent faire n'importe quoi en matière budgétaire. Alors, du côté des recettes et des dépenses en tant que telles, il n'y a pas beaucoup de difficultés. On a même ça dans une mini-union monétaire comme la Belgique. Si les Wallons veulent dépenser plus pour les écoles et les Flamands plus pour la sécurité, ça ne me pose pas beaucoup de problèmes. On peut aussi avoir des types de recettes qui sont différentes. Certains préfèrent taxer les revenus, d'autres la consommation, ou certains encore l'épargne. Là où il faut quand même un minimum de discipline, ou si vous préférez le mot, il est moins rugueux, de cohérence, c'est au niveau des déficits. On ne peut pas avoir une monnaie stable, une zone monétaire stable avec des performances budgétaires qui sont complètement différentes. C'est pourquoi, comme vous le savez, après avoir dit traité de Maastricht, pour entrer dans l'union monétaire, il faut avoir un déficit en dessous de 3% du PIB. On a dit traité d'Amsterdam. Une fois qu'on est admis dans le club, on ne peut pas à nouveau se comporter n'importe comment. Et donc, on ne peut pas avoir plus de 3% de déficit. À nouveau, on peut discuter le chiffre, on ne peut pas discuter l'idée d'un certain nombre de règles budgétaires communes. Le problème, c'est que les premiers pays qui n'ont pas respecté cette règle, c'est la France et l'Allemagne, les deux plus grands. En 2002-2003, ils ont dit les 3%, on ne va pas respecter ça. Ils ne sont jamais montés à 10 ou 15% de déficit comme la Grèce.
ils sont montés à 4 ou 5% de déficit. Mais la règle n'a pas été respectée et le non-respect de la règle n'a pas été sanctionné comme il était prévu par un système d'amende. Et donc, les Français et les Allemands ont donné le mauvais exemple et étaient très mal placés après pour faire la leçon à d'autres. L'idée au point de départ, ou la croyance, l'illusion, c'était que l'union monétaire allait créer plus de convergence dans les performances économiques. Entre 1999 et 2010, c'est exactement le contraire qui s'est produit. L'existence de l'euro a permis en réalité à un certain nombre d'États de déraper, de ne pas respecter, de respecter moins que jamais une certaine discipline économique ou même une certaine discipline politique. Rappelez-vous, en Belgique, avant même la crise politique récente de 2011, en 2009, je crois, l'orange bleu, là, les longues négociations, après on a vu que c'était pas si long que ça, 3 ou 4 mois. Si le franc belge avait toujours existé, ça n'aurait pas été possible, parce qu'il y aurait eu une pression sur la monnaie belge. Par contre, l'euro existait, on avait donc bien le temps. On n'a pas fait attention non plus au fait que dans un certain nombre de pays, comme la Grèce, les déficits publics augmentaient d'année en année. L'euro, longtemps, a protégé la Grèce et tous les mauvais élèves. L'Espagne, c'est un autre problème. L'Espagne avait des finances publiques en ordre. Le problème de l'Espagne, ce n'était pas l'endettement de l'État, c'était l'endettement des ménages qui se sont endettés pour acheter des appartements, des maisons. Et donc, dans certains pays, un déficit des finances publiques, dans d'autres pays, un déficit des comptes extérieurs, les importations croissant plus vite que les exportations, et dans quelques pays, et surtout la Grèce, un cumul des deux déficits. Et pendant longtemps, pas de réaction des responsables politiques, ni des responsables politiques du pays concerné, ni de leurs collègues, de leurs pairs, à l'intérieur du Conseil ECOFIN, de l'Eurogroupe ou du Conseil des chefs d'État et de gouvernement de la zone euro. Vous allez me dire, les politiciens, ils ne sont pas sérieux, on ne peut pas compter sur eux. Vous allez me dire ça, ce n'est pas du tout ce que je pense, moi. En tout cas, pas, je n'en fais pas une généralité. Ça existe, ils ne sont pas tous ainsi, mais de façon beaucoup plus surprenante, non seulement les responsables politiques ne se sont pas intéressés à ces déficits internes et externes qui s'accumulaient, mais les marchés, les fameux marchés eux-mêmes, n'y ont pas fait attention jusqu'en 2010. Normalement, quand il y a des problèmes de gestion dans un pays, mauvaise gestion politique, mauvaise gestion budgétaire, et parfois les deux, il y a une pression des marchés. Au temps des monnaies nationales, j'y ai fait allusion il y a quelques minutes, pression sur le cours de change de la monnaie. Si un pays voit son déficit public se creuser, si un pays a des déficits extérieurs qui deviennent de plus en plus importants, sa monnaie est attaquée sur les marchés. Évidemment, ce scénario a disparu par définition avec la disparition des monnaies nationales et leur remplacement par l'euro. Il y a un deuxième type de pression, c'est la pression sur les taux d'intérêt sur les emprunts publics. On prête au taux d'intérêt le plus bas au pays qui présente le moins de risques, au pays pour lequel le prêteur court le moins de risques de ne pas un jour être remboursé. Ce pays, c'est évidemment l'Allemagne, qui est la référence par sa longue histoire de stabilité monétaire. Donc, depuis très longtemps en Europe, les taux d'intérêt les plus bas sont les taux d'intérêt allemands.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a lié le franc belge dans les années 80 au marque allemand. Ce n'était pas par germanophilie, c'était pour donner au marché le sentiment que s'il prêtait en franc belge, il prêtait dans une monnaie qui était aussi solide que le marque allemand. Et que donc il pouvait se contenter de taux d'intérêt relativement bas. Par contre, dans les années 70 et 80, quand on prêtait à l'Italie ou à la Grèce, on demandait, les prêteurs, des taux d'intérêt plus élevés, parce qu'il y a un risque plus grand. Sauf l'un ou l'autre idéaliste ici, si vous avez de l'épargne à prêter, vous la prêterez à des taux d'intérêt plus bas à la Suisse qu'à l'Argentine, parce que votre épargne court moins de risques. Qu'est-ce qui s'est passé après le passage, qu'est-ce qui s'est passé après l'introduction de l'euro dans les années 2000 ? Les différentiels de taux d'intérêt, tout le monde connaît le mot maintenant, je crois, les spreads de taux d'intérêt, les écarts de taux d'intérêt entre les emprunts publics allemands et les emprunts publics des autres pays de la zone euro, ont fondu comme neige au soleil. Ils n'ont pas complètement disparu, mais ils se sont réduits à très peu de choses pour des pays comme la France ou la Belgique. 20 points de base, 0,2%, et peut-être 2% pour des pays plus risqués. Les marchés eux-mêmes ont eu longtemps le sentiment que dans la zone euro, tous les pays se valaient, que tous les États se valaient. Donc, non seulement les responsables politiques ont été insouciants, mais les marchés financiers eux-mêmes ont été longtemps insouciants et indifférents. Simplement, il s'est passé ce qui se passe toujours avec les marchés. Ils réagissent tardivement et ils réagissent d'autant plus brutalement qu'ils ont réagi tardivement. Et la crise de la zone euro, elle commence au printemps 2010, quand plus personne ne veut prêter à la Grèce, ou en tout cas prêter seulement à des taux d'intérêt prohibitifs. J'ai dit la crise de la zone euro, la crise de l'intégrité de la zone euro. On dit parfois la crise de l'euro, à nouveau, soit dit en passant, c'est une expression qui est incorrecte. Parce que dans le même journal, je lis sur la page de gauche « crise de l'euro » et je lis sur la page de droite « l'euro, il est beaucoup trop fort ». Même depuis le début de la crise de la zone euro, l'euro a toujours valu entre 1,20 $ et 1,40 $, c'est-à-dire plus que son cours de départ en 1999 par rapport au dollar américain, l'autre grande monnaie mondiale. Et ce matin, l'euro valait 1,37 $. Il n'y a pas de crise de l'euro. Il n'y a jamais eu de crise de l'euro. C'est une monnaie qui a toujours inspiré confiance. Il y a eu, et il y a encore dans une certaine mesure, une crise de la zone euro, une crise sur un doute sur la solidité de la zone euro, un doute sur l'intégrité de la zone euro. Est-ce que la Grèce allait rester? Et puis, comme vous le savez, les responsables européens n'ont pas été capables, justement, de limiter la crise à la Grèce. Il y a eu une contagion à d'autres pays dont les finances publiques ou les finances privées étaient vulnérables. Et donc, après la Grèce, on a vu l'Irlande en difficulté, le Portugal, l'Espagne et même, à la limite, l'Italie. Et donc, la question était, est-ce que la zone euro va résister? Ou est-ce que les Grecs, les Espagnols, les Portugais et les Irlandais vont partir ou être chassés? Ou encore, est-ce que les Allemands eux-mêmes ne vont pas décider de partir et d'abandonner, on ne dit plus aujourd'hui les pays du Club Med, comme on disait dans le temps, parce qu'avec l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la Grèce, il y a l'Irlande, qui n'est pas au bord de la Méditerranée. Alors on dit aujourd'hui les pays périphériques, ce qui est assez joli. Et donc, il y a eu pendant des mois, évidemment, des tensions très fortes qui ont culminé en juillet de l'an dernier, à l'été de l'an dernier. La zone euro était au bord de la dislocation, et d'ailleurs certains, à Washington, à Londres, et parfois à l'intérieur même de la zone euro, avaient déjà enterré
L'euro ne peut pas tenir le coup. Aujourd'hui, en octobre 2012, un peu plus d'un an après, les doutes se sont atténués. Je ne dis pas du tout que la crise de la zone euro a définitivement disparu. Il est clair qu'elle s'est atténuée, et au moins momentanément, et en particulier que les fameuses spreads, les fameux différentiels de taux d'intérêt, sans être revenus à leur niveau d'avant 2010, ont fortement diminué par rapport au sommet, aux écarts atteints en 2012. Pourquoi est-ce que la crise dans la zone euro s'est atténuée? Je ne dis pas a disparu. Pour deux raisons majeures, je crois. La première, c'est que tous les États, tous les gouvernements ont montré et démontré qu'ils voulaient rester dedans. Bien évidemment, les mesures qui ont été prises, le moins qu'on puisse dire est qu'elles n'ont pas rendu heureux les populations dans un certain nombre de pays, mais même en Grèce, il n'y a jamais eu un seul sondage d'opinion qui ait montré une majorité de Grecs en faveur de la sortie de la Grèce de la zone euro. Ça n'existe dans aucun pays européen, un sondage, puisqu'en Grèce on a voulu faire un référendum, et puis finalement il n'a pas été fait, mais le résultat était connu à l'avance. Une majorité des Grecs sont pour le maintien de la Grèce dans la zone euro. On a craint en sens inverse en Allemagne la montée d'un parti anti-euro. Aux élections législatives, il y a un mois en Allemagne, il y a un parti dont le seul programme était l'Allemagne doit quitter la zone euro. On ne veut plus payer pour les Grecs et pour les autres. Ce parti a connu un succès, mais un très petit succès. Il n'a même pas atteint la barre des 5%. On est très loin des chiffres d'un certain nombre de partis populistes dans le reste de l'Europe. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les pays en difficulté, bon gré, mal gré, les gouvernements et les populations ont accepté des pilules amères, trop amères peut-être, mais pour rester dans la zone euro. Et les Allemands ont consenti le minimum de solidarité qui était nécessaire. Prêt à la Grèce et mise en place d'un mécanisme européen de stabilité pour venir en aide aux pays en difficulté de 500 milliards d'euros, dont, comme toujours, 30% sont payés par l'Allemagne. En réalité, il est clair qu'il n'est de l'intérêt de personne, on peut en discuter, mais c'est l'opinion majoritaire, non seulement des économistes, mais des populations, et par hasard, c'est la mienne également, il n'est de l'intérêt ni des pays faibles de sortir, ni des pays forts. Les pays faibles, exemple typique la Grèce, qu'est-ce qui se passe si la Grèce sort de l'Europe, réintroduit sa nouvelle drachme? Cette nouvelle drachme s'effondre par rapport aux autres monnaies, par rapport à l'euro ou par rapport aux marques. Le prix des importations de la Grèce, et la Grèce doit importer, le prix des importations en Grèce explose. Et donc les Grecs, qui souffrent déjà d'une baisse de leur pouvoir d'achat, la population grecque, subit une deuxième amputation de son pouvoir d'achat avec la forte hausse du prix des importations. Et puis d'autre part, il y a le problème de l'énorme dette grecque, 160% du PIB. Il y a deux possibilités, on ne les a pas testées. Le scénario d'une sortie de l'euro n'est écrit nulle part. Mais le remboursement de cette énorme dette de la Grèce, il y a deux possibilités. Elle est libellée en euros. Et soit les Grecs la paient demain en euros après avoir dévalué leur nouvelle drachme. C'est un fardeau insoutenable. Alors l'autre possibilité, c'est qu'ils disent on ne rembourse pas en euros, on rembourse avec notre nouvelle drachme. C'est-à-dire que tous les prêteurs, évidemment,
vont subir une perte considérable et il se passera ce qui s'est passé dans le cas de la Russie soviétique ou de l'Argentine plus récemment. Je ne dis pas pour l'éternité, mais pendant une ou deux générations, ce pays ne trouvera plus de prêteurs alors qu'il en a besoin. Donc les Grecs ont rejeté cette idée d'une sortie de l'euro. Et les Allemands, il y a des gens en Allemagne qui disent « Oui, mais pourquoi payer pour les Grecs, les Portugais, les Italiens, ce sont des pays mal gérés, nous on s'est serré la ceinture, on travaille plus, on part à la retraite plus tard, pourquoi est-ce que l'Allemagne ne sortirait pas ?» Exactement pour la raison inverse, mais avec des conséquences tout aussi désagréables. Si les Allemands abandonnent le navire euro et recréent leur propre marque, qu'est-ce qui se passe? À l'inverse de la nouvelle drachme, le nouveau marque, il s'envole. Il s'apprécie de façon considérable. On trouve déjà aujourd'hui que le cours de change de l'euro est un frein aux exportations européennes. Un marque réévalué, surévalué, handicaperait considérablement cette fameuse compétitivité dont les Allemands sont fiers et leurs exportations en souffriraient grandement. Donc, la première raison qui explique, je crois, l'atténuation de la crise de la zone euro, c'est que jusqu'à présent, en tout cas, tous les gouvernements concernés, quelle que soit leur situation, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche, ont dit on reste dans la zone euro, même si c'est désagréable pour certains de se serrer la ceinture et que ce n'est pas enthousiasmant pour d'autres de cotiser. Puis la deuxième raison, ceux qui suivent l'actualité économique et financière la connaissent, c'est la fameuse déclaration à Londres en juillet 2012 du président de la Banque Centrale Européenne, M. Draghi, Mario Draghi. Nous ferons à la Banque Centrale Européenne tout ce qui est nécessaire pour sauver l'euro. Et tout le monde a compris, ça veut dire que si l'euro était plus gravement menacé encore, la zone euro était plus gravement menacée encore dans son intégrité qu'elle ne l'était en juillet 2012, la Banque Centrale Européenne achèterait de la dette grecque, de la dette italienne, de la dette portugaise, de la dette espagnole. La Banque Centrale Européenne exercerait ce que les économistes appellent une fonction de prêteur en dernier ressort, dont juridiquement, d'après le traité, elle est dépourvue. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, la Banque centrale, en achetant des titres massivement, 85 milliards de dollars chaque mois aux États-Unis, en achetant des titres massivement, crée de la liquidité. Il y avait quelque chose d'aberrant dans le fait, les États-Unis c'est un cas particulier, c'est le plus grand pays du monde, le gouvernement le plus puissant, avec l'armée la plus puissante, donc les États-Unis vivent dans un monde qui est particulier. Mais prenez le cas de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a un déficit plus important que l'Italie, une dette publique qui est pratiquement aussi élevée que l'Italie et a bénéficié de taux d'intérêt plus bas que l'Italie. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'au Royaume-Uni, comme aux États-Unis et dans la plupart des pays, si l'État a des difficultés pour rembourser sa dette, la Banque centrale va l'acheter. La Banque centrale, qui peut créer de la monnaie comme elle veut, va l'acheter. Elle a une fonction de prêteur en dernier ressort. Et les Allemands avaient dit, quand on a fait le traité de Maastricht, ça n'existe pas au niveau européen. Mais M. Draghi a dit, on achètera s'il le faut. Et on a vu les taux d'intérêt grecs, italiens, espagnols, portugais, pas s'effondrer, mais baisser considérablement. Et c'est d'autant plus amusant que depuis un an, la Banque Centrale Européenne n'a rien acheté du tout. N'a rien acheté du tout. Mais le simple fait qu'elle l'ait dit, si c'est nécessaire, on le fera, a découragé la spéculation, disons, de continuer à jouer contre la dette publique de ces États. Et donc, un certain calme est revenu. Mais j'en viens à la dernière partie de mon exposé. Un certain calme est revenu, mais je ne pense pas du tout que désormais la zone euro est à l'abri.
qu'elle l'ait stabilisée définitivement. Il faut pour cela faire de sérieux progrès dans la gouvernance de la zone euro. Il faut aller plus loin sur un certain nombre de points. Il faut, si je peux dire les choses en un mot, plus d'intégration. D'intégration budgétaire, d'intégration bancaire et en fin de compte d'intégration politique. Je pourrais dire qu'il faut une union politique en bonne et due forme. Ben, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça ne vous intéresse pas, je crois, de savoir ce dont je rêve, mais ce qui vous intéresse peut-être, c'est de savoir ce que je considère comme nécessaire et aussi possible. Première chose qu'il faut faire en Europe, c'est pas compliqué, c'est pas simple peut-être non plus, c'est sous-entendu, mais ce n'est jamais dit explicitement, il faut dire qu'il y a deux Europes. L'Europe à plusieurs vitesses, qui existe déjà de facto, puisque comme là on l'a dit comme Michel l'a dit dans l'exposé introductif, tout le monde n'est pas dans l'union monétaire. Mais personne n'ose dire, une fois pour toutes, il y a deux Europes. Le général de Gaulle ne voulait pas prendre les Anglais. J'aime beaucoup les Anglais, mais je crois que de Gaulle avait raison. Enfin, ils sont là. Ils sont dans une certaine Europe. L'Europe du grand marché. Et cette Europe du grand marché, on est 28 aujourd'hui. On serait 29, 30 ou 31 demain. C'est pas gênant. On peut même prendre la Turquie, à la condition évidemment, pour être dans l'Europe du grand marché, il faut non seulement vouloir le libre-échange, mais également avoir des institutions politiques qui soient parfaitement démocratiques. Mais le grand marché, à cette condition-là, il est ouvert à n'importe qui. Et puis il y a l'Europe de l'union monétaire. Les pays de l'union monétaire, ils ont abandonné un élément important de leur souveraineté monétaire. Ils ont donc vocation, et même je crois obligation, à abandonner d'autres éléments de leur souveraineté, ou pour présenter les choses de façon plus positive, à mettre en commun non seulement leur souveraineté monétaire, mais leur souveraineté dans d'autres domaines. Et ils ne peuvent pas être freinés par ceux qui ne veulent pas de l'union monétaire. Je m'excuse à nouveau par rapport aux Anglais, aux Britanniques que j'aime beaucoup, mais ils sont à l'intérieur et ils freinent tout le temps. On doit leur dire non, sorry, vous restez dans le grand marché, mais pour le reste, on avance sans vous et même on décide sans vous. Et d'ailleurs, cette Europe est très peu lisible et est même très compliquée parce que maintenant, il y a des sommets de chefs d'État à 28 et puis des sommets à 17. Il y a un ECOFIN avec tous les ministres des Finances et puis un Eurogroupe. Mais on devrait dire ça une fois pour toutes très clairement. Et alors, les pays de la zone euro, comme je l'ai dit, doivent avancer vers plus d'intégration. Ça veut dire trois choses, je pense, et j'en termine là-dessus. Plus de coordination budgétaire et économique. 2, une véritable union bancaire. Et 3, des progrès substantiels vers plus d'union politique. Premièrement, il faut plus de surveillance collective en matière budgétaire et d'une façon plus générale en matière économique. Et de ce point de vue-là, on a avancé. C'est le mini-traité budgétaire qui a été voté, même par le président Hollande. On peut discuter à nouveau des chiffres. On peut discuter des chiffres. Mais on ne peut pas discuter de l'idée que si vous êtes dans le même bateau monétaire, il faut plus de discipline, ou en tout cas, si vous préférez ce mot, plus de convergence, plus d'attention permanente pour les performances budgétaires, mais aussi les performances économiques en matière de compétitivité, par exemple, des uns et des autres. Et sur ce terrain-là, on a avancé. Je dis, on peut discuter du contenu. L'idée, le principe est incontestable. Deuxième point qui est d'actualité, une union bancaire. On lit dans tous les journaux, il faut une union bancaire, est-ce qu'on va y arriver ou pas?
quelle est l'idée, quelle est la raison d'être et ça veut dire quoi? La raison d'être, c'est de casser ce cercle vicieux, ce cercle infernal depuis 2008 entre les problèmes des banques et les problèmes des États, qui se nourrissent mutuellement. Un certain nombre de banques se sont trouvées en Belgique, en Espagne, en Irlande, dans beaucoup de pays européens et ailleurs. Un certain nombre de banques se sont trouvées en 2008-2009 en difficulté. Les États sont intervenus, ont injecté du capital. Et donc les problèmes des banques sont largement à la base, directement par la recapitalisation des banques, indirectement par la récession économique. Les problèmes des banques sont à la base des problèmes financiers des États. Montée de la dette publique, montée des taux d'intérêt à long terme en tout cas. Mais le cercle est vicieux. Les problèmes financiers des États, à leur tour, aggravent les problèmes des banques. Parce que qui détient la dette publique dans chaque pays? Principalement les banques du pays concerné. Et donc, l'idée, c'est de casser ce lien entre les problèmes des banques et les problèmes des États nationaux en européanisant la problématique bancaire. Une union bancaire, ça veut dire et ça a été décidé, ce sera d'application l'an prochain, que le contrôle des banques, les banques exercent leurs activités sur plusieurs pays, le contrôle des banques ne doit plus rester national, mais doit passer au niveau européen. Et il sera exercé par la Banque centrale européenne, s'appuyant, comme pour la politique monétaire, sur les banques centrales nationales. Deuxième question, qui est discutée mais pas résolue, quand une banque doit être liquidée ou recapitalisée, qui décide et qui paye? Jusqu'à présent, c'est national. L'idée, c'est de transférer cela au niveau européen aussi. Qui déciderait? La Commission ou la Banque centrale européenne? Qui payera? Il y a déjà 500 milliards dans la caisse commune, le mécanisme européen de solidarité. Est-ce que ce sera suffisant ou pas? On ne sait pas. Et le troisième aspect de l'union bancaire, et de ce point de vue-là, on n'est nulle part, c'est de européaniser les fonds de garantie. Vous savez qu'en Belgique, si vous faites un dépôt dans une banque, vous êtes garanti à concurrence de 100 000 euros. Mais ce sont des mécanismes nationaux. Et l'idée, c'est également d'intégrer ces fonds de garantie au niveau européen. Et puis le troisième et le dernier problème, c'est plus d'union politique. L'idéal, évidemment, serait d'avoir du jour au lendemain une union politique en bonne et due forme. Les États-Unis d'Europe, sur le modèle des États-Unis d'Amérique, un gouvernement, un système fédéral, une chambre, un Sénat, les États-Unis d'Europe. Bon. Ce que demandent Verhofstadt et Cohn-Bendit, devenus, ça m'a surpris, mais ce n'est pas nouveau, les meilleurs amis du monde. Bon. Sur le fond, ils n'ont pas tort. Et personnellement, je n'ai pas de réticence. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Je parle ici, pas en idéaliste, mais en réaliste. Ça ne se fera pas du jour au lendemain pour deux bonnes raisons. Les gouvernements n'en veulent pas et les populations n'en veulent pas. Les gouvernements n'en veulent pas, en tout cas les gouvernements des grands pays. Vous ne voyez pas Mme Merkel, M. Sarkozy ou M. Hollande disparaître demain, s'auto-sacrifier pour céder toute la place à M. Barroso ou à M. Van Rompuy ou à qui sais-je demain à la tête des institutions à Bruxelles. Les gouvernements, et surtout dans les grands pays, ne sont pas prêts à ça pour l'instant. Et les populations non plus. Les Hollandais, les Français, de façon assez étonnante, ont dit non au dernier référendum sur le traité constitutionnel. La majorité des Européens, je crois, sont dans une situation schizophrénique. Il y a des amours qui est évident pour l'Europe. L'Europe, ça fait peur. Et en même temps, à peu près tout le monde sait ou comprend qu'il n'y a plus pour les États européens de petite ou moyenne dimension de solution à leurs problèmes au niveau national, mais seulement au niveau européen.
Mais les populations, c'est ainsi, sont partagées. Alors, je dis très bien pour une union politique, mais je dis plus modestement, il faut plus d'union politique, progressivement, mais des progrès rapides. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, plus d'union politique? Ça veut dire, par exemple, l'abandon complet de la règle de l'unanimité. Il faut la majorité ou la majorité qualifiée, mais aucun État, non seulement la Grande-Bretagne à l'extérieur de la zone euro, mais n'importe quel État à l'intérieur de la zone euro ne peut à lui seul s'opposer. Il y a une institution, c'est la seule institution fédérale, mais la seule dont Michel Herman n'a pas parlé dans son introduction, la Banque Centrale Européenne, fonctionne comme ça. Chaque gouverneur a une voix, il y a une majorité et une minorité. Quand les décisions ne sont pas unanimes, la minorité s'incline devant la majorité. Même tout le monde sait que la Bundesbank allemande, c'est pourtant la banque centrale la plus grande, trouve que la politique monétaire de la BCE est trop généreuse, trop accommodante. Ils disent on n'est pas d'accord, et puis quand même, ils suivent le mouvement, ils appliquent la politique. Plus d'union politique, ça veut dire évidemment aussi et surtout plus de solidarité entre les pays européens. C'est-à-dire qu'il faut admettre ce qui au départ était prohibé dans l'union monétaire, des transferts budgétaires, des transferts financiers entre les différents États. Il y a un peu de politique régionale, mais c'est le même débat qu'en Belgique, les transferts nord-sud. Si vous êtes dans une union monétaire et dans une union politique, il faut accepter qu'il existe des transferts financiers, des plus riches vers les moins riches. Évidemment, en Belgique comme en Europe, les plus riches ne l'accepteront que si parallèlement à un supplément de solidarité, il y a un supplément de responsabilité, un supplément de discipline. Ça, honnêtement, on peut trouver que les Allemands ne sont pas assez européens, mais il faut se mettre un tout petit peu à leur place aussi. Plus de solidarité, ça veut dire plus de transferts, ça veut dire aussi ces fameux eurobonds, ces fameuses euro-obligations, des obligations émises non plus par chaque État national séparément, chacun ayant une crédibilité plus ou moins forte, mais des obligations, des emprunts, des titres émis par la zone euro dans son ensemble, bénéficiant de la crédibilité moyenne qui, au niveau international, est très élevée. Ce sont des pas qui peuvent être franchis si on combine, comme je l'ai dit, solidarité et responsabilité, et si on se met d'accord aussi sur une méthode. Je ne vais pas en parler longuement. Dans l'introduction, on a fait un exposé déjà assez détaillé de l'histoire de la Commission de l'Union européenne. Il y a deux écoles en Europe, sur le plan de la coopération politique et sur le plan de l'union politique. Ce qu'on appelle la méthode communautaire, c'est-à-dire la Commission, et l'ersatz d'un futur gouvernement européen, ou la méthode intergouvernementale, c'est le Conseil des ministres européens qui est la préfiguration d'un véritable gouvernement européen. Si j'avais le temps, je dirais qu'à mon avis, il y a moyen de combiner les deux méthodes. On peut avoir un gouvernement de la zone euro qui est une commission réduite à 5 ou 6 personnes, siégeant à Bruxelles et contrôlée à la fois par le Parlement européen traditionnel, mais aussi par un conseil des chefs d'État ou des ministres qui jouerait le rôle du Sénat américain. Le Parlement est au suffrage universel, même si un Allemand, c'est aussi une raison de frustration pour les Allemands, un Allemand ne vaut pas un Maltais ou un Luxembourgeois au Parlement européen, mais c'est plus ou moins le suffrage universel, et puis après un Sénat avec les chefs d'État et de gouvernement. Bon, il est possible, à mon avis, de trouver des formules, il est nécessaire et il est possible d'avancer en matière d'union politique, à condition évidemment que les gens, vous, moi, nos amis, que les populations soient d'accord. Et
Comme je l'ai dit, les populations ont aujourd'hui des sentiments partagés vis-à-vis de l'Europe. Pour stabiliser l'union monétaire, il faut plus d'union politique. Mais vous n'aurez plus d'union politique qu'avec le consentement des populations. Et ce consentement des populations, je crois qu'on ne peut le trouver ou le retrouver, c'est la fin, Monsieur le Président, qu'à deux conditions. La première condition, c'est que les responsables politiques nationaux cessent de se défausser sur les institutions européennes. Quand on doit prendre des mesures impopulaires, on dit en Belgique c'est l'Europe, et dans les autres pays, à commencer par la France, on dit c'est Bruxelles qui le veut. C'est Bruxelles qui le veut. Bruxelles, on ne sait pas qui c'est. Des technocrates apatrides et invisibles. J'ai encore lu ce matin, mais on lit ça tous les jours, l'austérité imposée par la Commission européenne. La Commission européenne, comme il a été dit très bien dans l'introduction, propose, elle ne décide pas. Elle fait peut-être de mauvaises propositions, je ne défends pas la Commission, mais ce n'est pas la Commission qui décide. Ce sont les gouvernements européens, à la demande de Mme Merkel, mais M. Hollande a dit oui et tous les autres ont dit oui. Ce sont les gouvernements européens qui se sont mis d'accord sur le traité budgétaire dont on dit que c'est une camisole de force. Mais tous les gouvernements européens, à nouveau qu'ils soient de droite ou de gauche, du nord ou du sud, quand ils prennent des décisions populaires, c'est eux, et quand ils prennent des décisions impopulaires, c'est Bruxelles, c'est l'Europe, c'est la Commission. Or, la Commission, je l'ai dit, ne fait que proposer. Elle ne propose peut-être pas des bonnes choses, et surtout, elle ne propose pour l'instant rien d'autre. Je ne défends pas la Commission européenne, parce qu'incontestablement, cette Commission hypertrophiée, 27 ou 28 commissaires, dont beaucoup ne servent à rien, manque de projet. Puis par ailleurs, c'est clair, elle est plutôt à droite qu'à gauche, mais ça, je m'excuse. Vous connaissez mes préférences, mais l'Europe politiquement a plus de gouvernements de droite que de gouvernements de gauche. Et ça, ce n'est pas la faute de l'Europe, c'est la faute des électeurs dans les différents pays européens. Et donc, la première chose qu'il faut faire, si on veut rendre l'Europe à nouveau un peu plus sympathique, c'est cesser de dire que tout ce qui est désagréable vient d'elle. C'est un jeu d'ailleurs qui ne rapporte rien aux responsables politiques nationaux, parce que l'Europe est de moins en moins aimée, et ce n'est pas la raison pour laquelle les gouvernements nationaux seraient, eux, de plus en plus populaires. Il y a au contraire une impopularité généralisée des responsables politiques. Et la dernière chose, évidemment, je l'ai dit, la Commission manque de projets, les ministres manquent de projets, et il faut évidemment, sans rêver, donner un autre projet à l'Europe et à la zone euro que simplement, même si elle est nécessaire jusqu'à un certain point, la poursuite de l'austérité ou de la rigueur. Pour ma génération et surtout pour la génération qui m'a précédé, l'Europe avait une justification évidente, la paix. L'Union européenne a reçu l'an passé le prix Nobel de la paix. Je pense que c'était absolument mérité, mais c'est venu 20 ans ou 10 ans trop tard. Ça, c'est le premier acquis de l'Europe. Mon père a connu 2 guerres mondiales, l'une enfant et l'autre adulte, et mort évidemment depuis longtemps, mais le simple fait de dire il n'y a plus de guerre en Europe, il aurait dit c'est incroyable, et si c'est vrai, c'est formidable. Et ça, ma génération le trouve encore. La génération des plus jeunes, j'ai des enfants qui ont l'âge des jeunes qui sont dans la salle aujourd'hui, la paix, ça va de soi. Imaginez que la France, l'Angleterre et l'Allemagne puissent se faire la guerre ailleurs que sur un terrain de football, c'est impossible à imaginer. Donc il ne suffit plus de dire, comme on nous l'a dit, et comme on nous le serine encore, l'Europe c'est la paix. Ok, mais les jeunes générations attendent autre chose, préserver leur bien-être, créer grâce à l'Europe des emplois supplémentaires et un avenir un peu moins incertain.
Je vous remercie. Voilà. J'imagine que vous vous rendez compte, indépendamment des générations, la chance que nous avons tous eue ce soir d'entendre un exposé aussi substantiel par quelqu'un qui est aux responsabilités et qui, étant substantiel sur son intervention et aux responsabilités, ne manie pas la langue de bois, ce qui est éminemment rare à ce niveau-là. J'apprécie beaucoup ce type d'intervention parce que vous allez faire le monde tel que vous allez le décider dans les prochaines générations. Et c'est vrai que tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend sur l'Europe nous fait la grosse tête. Mais je me dis toujours, si ça peut empêcher la mort du jeune homme qui est là-bas et qui serait la première victime de la Troisième Guerre mondiale européenne, eh bien, ça valait la peine. Vraiment. Pour ses copains, pour ses parents, etc. Tout ça, ça a un prix. Mais c'est vous qui déciderez en connaissance de cause, par votre vote, ou dans la rue. Et aujourd'hui, je pense que Michel Herman, qui a planté le décor structurel de cette Europe et de l'euro, avec tout le poteau qui se passe à l'intérieur et que Guy Coden a vraiment démonté avec, je trouve, une superbe habileté, vous fait progresser dans la prise de conscience, dans la raison critique. Et on est vraiment bien dans notre rôle du Cercle Condorcet. Donc je les remercie, chacun pour leur intervention. Encore une fois, les questions-réponses vont pouvoir suivre. Je voudrais aussi rajouter que, j'aurais dû le dire au début, mais je vous ai piégé, parce que je vous voyais prendre des notes, que toute cette conférence est enregistrée en vidéo et que le fichier sera disponible par lien sur le site internet du Cercle Condorcet et la page Facebook. Vous pourrez comparer vos notes et voir si vous n'avez pas raté quelque chose. Je promets, la prochaine fois, je le dirai d'avance, mais vous ne prendrez plus de notes, vous serez moins attentif. Alors, 2-3 derniers points. Dans 15 jours, au château de Colonster, nous clôturerons notre cycle de conférences débat 2013 par une sorte d'approche critique de l'ordolibéralisme à l'allemande, hérité en ligne droite de Bismarck, repris par Angela Merkel, qui sera une analyse assez critique de cette approche, est-elle bonne ou pas, et pilotée par Cécile Barbier de l'Observatoire social européen de Bruxelles. C'est notre façon à nous d'apporter la contradiction dans la réflexion pour que vous puissiez décider de votre avenir en meilleure connaissance de cause par les votes que vous donnerez au personnel et au programme. Avant-dernière chose, je suis particulièrement heureux aujourd'hui de la présence rajeunissante du public. Je salue au passage Nicolas Lemoine, qui est votre président de la Fédération des étudiants, avec qui j'ai eu d'excellents entretiens, parce que nous souhaitons au bureau et au conseil d'administration du Cercle Condorcet que vous vous appropriez la boîte à outils de réflexion qu'est le Cercle Condorcet. Il ne faut pas que nous tournions en vie sur nous. Nous allons réfléchir avec la fédération, puisque l'université nous soutient, pour voir quels sujets aborder aux prochaines conférences débats. À vous de les organiser, et la boîte à outils que nous avons mise au point, elle sera à votre disposition. Je crois que Nicolas Lemoine est tout à fait enchanté par la discussion que nous avons eue. Maintenant, il y a 2 micros, je ne dirais pas trottoir mais travées, je vais en tenir un. Je vais demander peut-être à de mes compagnons du bureau de prendre le suivant, et nous allons prendre pour 20 à 30 minutes vos questions. Qui se jette le premier dans l'arène ?